Salut tout le monde! Bienvenue au premier épisode du podcast Paix sur pause de cette nouvelle saison. Allô Marc-André, on se retrouve on est de retour. Pour ce beau projet qu'on aime vraiment faire les deux ensemble. Vraiment, c'est un beau projet de cœur. Puis en plus, cet épisode-ci, je trouve qu'on est vraiment allé dans les émotions, dans le parcours de deux personnes vraiment... super, c'était vraiment enrichissant là, comme échange. Donc, on a reçu Amévie puis Maurice, qui sont... en fait, Amévie, elle a été étudiante en TES, une étudiante de l'International. Puis on a Maurice qui est enseignant de la technique d'informatique, qui était aussi étudiant de l'International puis qui a immigré officiellement au Canada. Donc, on a parlé de leur histoire, leur parcours migratoire. Des conseils. Hey, pour vrai... Oui. Vous entendez l'introduction en ce moment, je vous prie de l'écouter jusqu'à la fin, ce podcast-là. Peu importe qui vous êtes, de où vous venez, il y a tellement de richesse. C'est riche en communication, c'est riche en conseils, c'est comme plein de clés qui se dit en dedans de 45 minutes, 1 heure. S'il vous plaît, allez jusqu'au bout. Oui, tout est dit. Bonne écoute! Bon podcast! Le sujet du podcast aujourd'hui, c'est le parcours migratoire. Fait qu'on va parler de l'interculturel, des étudiants internationaux, parce qu'on a devant nous une étudiante de l'International en ce moment, puis un ancien étudiant de l'International. Fait que j'aimerais ça vous laisser la parole. Vous pouvez vous présenter, vous nommer, nous dire un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au cégep et tout ça. Et merci Amélie et bonsoir Marc-André, bonsoir Maurice. Je m'appelle Amévie Odjadja. Je suis étudiante au cégep de Granby en technique d'éducation spécialisée, 2e année. Je suis membre également de la fondation du cégep. C'est une maman. Retour à l'école. J'ai 2 enfants. Et je reviens après 22 ans d'expérience professionnelle. J'ai fait la comptabilité. Donc, j'ai fait, 19 ans en banking. Et c'est vraiment un virage pour moi aujourd'hui de quitter la comptabilité pour la technique d'éducation spécialisée. Je vous remercie. Ah, merci. Bon, c'est admirable. Très beau portrait. Une belle présentation également. Oui, merci. Puis de où tu viens? Je viens du Togo. Okay. Un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, situé entre le Bénin et le Ghana. Merci Amévie. Puis on a un deuxième invité, donc tu peux te présenter toi aussi. Oui, merci beaucoup. Donc mon nom est Maurice Delafosse. J'enseigne présentement au cégep de Granby en plus d'autres activités périphériques. Je suis au Québec depuis 27 ans maintenant. Je suis arrivé au Québec, je venais d'avoir 18 ans. Je suis venu ici essentiellement pour les études, puis de fil en aiguille, je suis resté. Donc, présentement, j'enseigne au cégep de Granby les techniques de l'informatique. J'enseigne des cours d'étudiants de 2e année et puis des fois de 3e année. Moi, mon parcours, finalement, a commencé à la fin de mon adolescence. Donc, j'ai fait tout mon âge adulte au Québec. Okay. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir retourner dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, régulièrement. Fait que ça a donné lieu à des situations entre le cocasse et puis un peu triste des fois, là, mais on pourra s'en parler plus tard aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est pays frontalier du Ghana. Donc, tantôt, tu parlais du Ghana. Donc, entre nos 2 pays, il y a un autre pays qui s'appelle le Ghana. Et ça, on va mettre ça tout de suite au clair. Elle a dit un petit pays. La Côte d'Ivoire est plus grande que le Togo. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est un carré de 600 km par 600 km. Donc, quand on met ça en perspective par rapport au Québec et au Canada dans son ensemble, on est tous des petits pays. C'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, tantôt, on en a discuté. De ce que j'ai compris, c'est qu'à 21 ans, t'avais ton baccalauréat de ce qui est considéré chez vous. Oui. Mais toi, t'es arrivé avec un parcours complètement différent. En fait, ce qu'elle a dit tantôt, c'est qu'à 21 ans, tu as fait ton baccalauréat plus au moins une formation professionnelle en plus. Là. C'est ça. Fait que moi, parce que le baccalauréat, c'est autour de 18-19 ans. OK. Mais moi, personnellement, je l'ai eu à 21 ans. Donc, après ça, j'ai fait ma formation en comptabilité, qui m'a valu 3 ans. Donc, j'ai fini à 24 ans. Et automatiquement, j'ai commencé par travailler. OK. Ah ouais, OK. Puis... Moi, j'ai eu mon bac à 17 ans.
Okay. Parce que un peu comme au Québec, là, je suis un enfant de novembre, fait que j'ai commencé avec les plus jeunes. Fait que j'ai toujours été parmi les plus jeunes de ma cohorte quasiment. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Et après ça, je devais aller à l'université. Mais il y a plusieurs affaires qui sont arrivées dans mon adolescence qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de motivation, j'ai eu des échecs. Fait que j'ai eu mon baccalauréat, je pouvais aller à l'université, mais les programmes qui m'intéressaient le plus ne m'étaient plus accessibles parce que mes notes avaient chuté dramatiquement. Fait que j'étais un peu découragé, mais je me disais, bon, je vais faire autre chose de ma vie. Puis mon père est arrivé de nulle part à un moment donné, puis il a dit, il y a le Québec. Puis au Québec, il y a des universités. Puis parmi ces universités-là, il y a une école d'ingénierie. Puis cette école d'ingénierie-là a la réputation de donner sa chance aux coureurs, comme ils disent. Donc ils disent, même si tu n'as pas eu de bonnes notes au secondaire, tu as réussi à avoir un baccalauréat français, si tu veux, tu peux t'essayer. Donc j'ai dit, apparemment, c'est tout ce qui me reste. Pour pouvoir faire ce que mon père a fait, ceux qui connaissent la réalité savent que ça veut dire qu'on a certains moyens. Puis c'est vrai. Ma famille a certains moyens, fait que ça a quand même bien été de ce côté-là. Mais dans une famille, on n'est pas tous égaux. Fait que des fois, il y a des petites difficultés qui se présentent, fait que on doit s'arranger. Fait que j'ai dû m'arranger dans tout ce parcours-là pour pouvoir finir mes affaires et puis devenir qui je suis aujourd'hui. Mais pour pouvoir faire ce move-là, pour pouvoir initier, il y a eu un fort soutien familial et puis il y a beaucoup de moyens qui ont été déployés. Ce qui m'a motivé à réussir. Parce que c'est pas évident. Mais puis de ce que j'entends, c'est que je sais pas si c'est une généralité, puis ça va être à vous autres de répondre à cette question-là, c'est justement la famille est tellement impliquée dans la réussite scolaire que justement il y a déjà ce soutien-là qui vous permet, oui, avec cette sortie, la pression qu'on parlait tantôt, là, tu sais, comme cette pression naturelle-là, puis qui peut être autant bonne que mauvaise, là, à mon avis, là, je veux dire, si ça amène du découragement ou comme une perte de repère aussi, je pense que cette pression-là peut faire cette différence-là. Ma question est en fait de dire, quand vous êtes arrivé ici, il y a certainement un lot de défis qui s'est déjà présenté à vous parce que vous étiez sur vous étiez à un nouvel endroit, vous aviez comme, tu sais, comment ça s'est passé, cette introduction-là à arriver comme dans votre nouveau chez vous, finalement, tu sais. C'est quoi le... Oui, à mes vies aussi, tu sais, de savoir, là, toi, dans ton parcours, comment que c'est arrivé, ça, le Québec, parce que là, tu avais déjà ta carrière en comptabilité. Fait que là, on sait que Maurice, toi, c'est dans ton jeune âge, là, on a compris pourquoi ton arrivée, c'était dans quelles circonstances. Toi, à mes vies, de ton côté... Effectivement, moi, je suis arrivée en tant que visiteuse. Et comme Marc-André l'a dit tantôt, et généralement, les étudiants, c'est vraiment un soutien familial. Moi, je suis le parent. Et j'ai eu, en fait, un congé. Je suis arrivée là, en tant que visiteuse. Et quand je suis arrivée, j'ai quand même fouillé. Et j'ai appris qu'il y a des opportunités. Mais je suis une personne qui ne lâche pas les opportunités. Je saute dessus. Et on peut travailler, on peut aller à l'école. Et comme j'aime étudier, j'ai rapidement envoyé une mise en disponibilité pour mon travail qui a été quand même accordée. Et c'est là, j'ai fait la recherche, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Mais comme j'aime vraiment le social, et c'est comme ça j'ai fouillé sur le site et j'ai découvert le cégep et je me suis inscrite. Donc de base, j'étais une visiteuse juste pour mes congés et c'est comme ça que je suis restée. OK. Quand tu dis une mise en disponibilité, est-ce que... En fait, j'essaie de comprendre, parce que est-ce que c'est du fait que tu as dit à ton emploi que tu t'en allais ou il y a comme une condition... explique-moi, en fait. En fait, la mise en disponibilité, c'est ce temps que l'employeur t'accorde. Okay. Ça peut être d'1 année, 2 ans, mais conventionnellement à Ecobank, c'est juste 1 année renouvelable. Donc, j'ai quand même déposé ce papier qui m'a été accordé. Et c'est comme ça que j'ai commencé les études, mais juste après, j'étais obligée de déposer ma démission. OK, c'est ça. Okay. Vu que les études que je dois faire doivent prendre 3 années, mais je dis, je peux renouveler, mais c'est juste pour 2 ans. Donc, 3 années, non, j'étais obligée de démissionner. Donc, c'est comme ça que j'ai envoyé ma lettre de démission quand j'avais commencé à étudier. Wow! Okay. Ouais. Hey, c'est du courage quand même, hein? Oui. C'est comme tant d'années d'accomplissement, de travail, d'études, puis là, faire... En fait, je pense que c'est de se choisir dans un sens aussi. Est-ce que tes enfants sont ici? Non, ils sont au pays.
C'est vrai? Oui. Mais là, c'est intéressant de savoir ces deux parcours différents, là, tu sais, de votre arrivée dans vraiment deux contextes différents. Puis, je pense que Marc-André, t'avais commencé à poser un peu la question, mais fait que là, on a compris un peu l'origine, là, de où que c'est parti l'idée de, OK, on vient étudier au Québec. Puis là, comment que ça se passe une fois arrivé au Québec? Ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, quand je suis arrivé ici, je ne suis pas arrivé au Québec, je suis arrivé au Canada. Au Canada, Parce que les gens parlent pas vraiment du Québec, c'est que tu vas au Canada. Donc, quand je suis arrivé au Canada, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais au Québec. Et bien sûr, quand je suis arrivé au Québec, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais à Montréal. Ben, en tout cas, ça peut devenir longtemps. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même plusieurs couches de réalité à travers lesquelles il faut qu'on passe au fur et à mesure. Et puis moi, je suis arrivé, pour ceux qui connaissent, ben, ça prend des plus vieux, là, mais moi, je suis arrivé au Québec le 3 ou le 5 janvier 1998, en plein cœur du verglas. Let's go! Plein cœur du verglas. Je suis arrivé en plein cœur du Dieu. verglas. Et c'est spécial parce que moi, quand j'ai mis le pied au Québec, dans ma tête, c'était comme ma dernière chance. Puis j'ai dit, je vais réussir. Je vais faire ce qu'il faut, mais je vais réussir. Fait que quand je suis arrivé au Québec, je ne pouvais pas me plaindre de quoi que ce soit. Tout ce que je voyais, je me disais, c'est la réalité au Québec. C'est comme ça la vie. Je suis venu ici, je dois réussir, il n'y en a pas de problème. Fait que marcher à moins 27 degrés avec des running shoes aux pieds. Quand je suis arrivé à mon cégep, parce que j'ai fait 6 mois de cégep avant d'aller à l'université me l'a recommandé, ils n'étaient pas obligés. J'ai dit, je pense que je vais le faire. Parce que le secondaire que j'ai eu, là, c'était une bonne idée. Quand je suis arrivé au cégep, je pense le 6 ou le 7 janvier, en tout cas c'était un jour de semaine, j'avais marché pendant 15 minutes à moins 27 degrés, vent dans la face. Et encore une fois, même mindset. C'est pas grave, ça va bien aller, je suis capable et tout. C'était drôle. Et quand je suis arrivé au bureau, puis ils m'ont demandé qu'est-ce que vous venez faire, qu'est-ce que vous voulez, comment on peut vous aider. J'ai essayé de parler. Ma face était gelée. et pour moi, ils voient rien, que c'est plus 25 degrés Celsius à l'année quasiment. Là, le concept de la face gelée, là, c'était vraiment drôle. Donc, on voit pas on voit mes gestes à cause du podcast, mais en gros, là, ça fait, j'ai essayé de parler, ça faisait, donc j'ai regardé la dame, j'ai fait, je suis allé m'asseoir, puis j'ai attendu, puis j'ai dit, je peux juste attendre. Ben oui, c'est clair. Je vais attendre que ça se dégèle. Ça dégèle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme plein de petits morceaux comme ça. Quand je suis arrivé, j'avais de très bons manteaux, parce que j'avais des membres de ma famille qui connaissaient un peu l'hiver, qui se doutaient de quoi. Donc, il y a une de mes tantes qui a dit, OK, tu t'achètes 3 manteaux, c'est moi qui te les paye, puis on a choisi ça ensemble. Fait que j'avais des super bons manteaux. Mes manteaux étaient ratés quasiment moins 30, moins 40 et autres. Mais j'avais pas de foulard, j'avais pas de gants, j'avais pas de tuque. Fait que c'est pour ça la face gelée. C'est pour ça la face gelée. Oui. Et la première fois que je me suis acheté une tuque, déjà pour commencer, je dis, oh mon Dieu, comment j'ai fait pour vivre comme ça? Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes au Québec qui veulent pas mettre de tuque. Fait que toi, quand tu es étudiant étranger, que tu arrives, t'as pas de tuque, tu te dis pas, c'est pas normal. Je fais juste comme, tout le monde est de même. Ça, ils se plaignent pas, je commencerai pas à me plaindre. Mais quand tu mets une tuque, tu fais comme, mais voyons, à quoi ils ont pensé, là? C'est ça. Ils ont fou, quoi. Ouais. Fait que le premier choc, ça a été ça. Et le deuxième choc, bien sûr, ça a été le vocabulaire. Parce qu'on parle tous français, mais on ne parle pas de la même façon. Et la combinaison des mots utilisés pour exprimer un concept ou un événement ou bien quoi que ce soit, c'est pas la même combinaison non plus. Et en plus de ça, les gens parlent assez vite au Québec des fois. Fait que quand on n'est pas habitué, c'est quand le cerveau a juste pas le temps de processer l'information. Et le pire, c'est que quand on veut répondre pour inviter la personne à se répéter, on utilise nos mots à nous. Fait que la personne en face comprend pas plus. Fait que ça c'était intéressant aussi. C'était intéressant. C'est un solide apprentissage. Puis tu sais, je veux dire, c'est la première chose que tu veux faire en arrivant, c'est de te faire comprendre. Réussir à communiquer, ouais. Et de comprendre. Ouais. Est-ce que ça a été je sais pas si aimez-vous, si ça te parle ce que Maurice a dit là, par rapport au langage, par rapport que les Québécois parlent vite ou que, oui. Est-ce que ça a été une surprise pour vous deux de faire, tu sais, parce que vous disiez, j'arrive au Québec, ils parlent français, on va tout de suite bien se comprendre, mais est-ce que ça a été un choc de faire, OK, je les comprends pas aussi bien que ce que je m'attendais? Je sais pas si ma question est claire, ouais? Oui. Effectivement, et moi, quand j'avais décidé d'y rester, c'est à cause du français. Parce que j'ai été aux États-Unis une fois, mais c'était l'anglais. Donc, mais quand le Québec, quand j'ai eu ce visa, j'ai dit, au moins on parle le français au Canada. Donc, je préfère le Canada. Bien sûr qu'il y a une partie anglophone, mais quand je suis arrivée, c'est vraiment, c'est un peu différent.
un peu différents. Il y a certains mots qui sont tellement différents. Par exemple, peser, dont on vient de parler, non pas d'appuyer. Il y a vraiment quand même un petit choc. Mais je crois qu'avec le temps, avec le processus d'intégration, on continue par s'habituer. Puis toi, Amévie, quand t'es arrivée au Québec, au Québec, au Canada, quand tu reviens, comment ça s'est passé? OK. Là, je crois que tu veux parler de mon intégration au Canada. Oui, de ton intégration. Si je veux parler de l'intégration, je peux essayer de définir un peu ce que c'est que l'intégration. Je peux dire, en fait, c'est la façon dont, c'est la connaissance que, par exemple, toi, en tant qu'immigrant, tu fais du système social et de la santé, et aussi pour avoir une vie idéale. Et moi, je pense que ça passe par le fait d'avoir un appartement, d'avoir un travail, de pouvoir s'intégrer dans la vie, c'est-à-dire, je peux dire dans la vie citoyenne du Canada, par exemple. Et là, je veux parler du bénévolat. Et en date, je peux dire que j'ai un travail, je vais à l'école. Je fais partie d'une chorale aujourd'hui où chaque année, cette chorale organise des activités culturelles où les Québécois sont là, les Africains aussi sont là. Et c'est vraiment un espace de partage où beaucoup d'enjeux sur la discrimination, le racisme, les préjugés et les stéréotypes sont discutés. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un canal pour moi de m'intégrer. Et aujourd'hui, je fais du bénévolat au sein du cégep de Granby. Et grâce à toi, Amélie, le jour que tu étais passée lors de notre intégration. Donc, ça a été vraiment un coup de pouce pour moi. Donc, je crois qu'à partir de là, je m'intègre tout doucement. C'est vraiment un processus pour moi parce que je sais que pour pouvoir s'intégrer aussi, il faut avoir le droit de voter. Voter pour la mairesse et tout. Et donc, c'est un processus pour moi. J'ai pas encore le droit de voter. Donc, je crois que tout ce processus-là m'amènera à une intégration totale. Wow. Ah, c'est tellement intéressant de vous entendre avec la maturité également que vous avez, tu sais. Parce que chacun vit son lot d'intégration de façon différente. Puis, je trouve que ça va tellement en cohérence avec dans le métier que tu veux exercer avec l'éducation spécialisée, de s'impliquer dans son cégep, et la communauté dans laquelle tu t'impliques, mais également tu te la crées aussi, tu sais, parce qu'il y a des contacts qui se font avec ça. Autant que ce soit des étudiants de l'international ou des étudiants établis québécois, ou je sais pas trop comment. En tout cas, je suis un peu malhabile, honnêtement, des fois. Le cégep aussi cherche une terminologie, parce que c'est comme ça change. Les étudiants internationaux, on est devenus étudiants de l'international. Là, je pense qu'il y a un nouveau nom pour ça. Je comprends. C'est correct. Je pense qu'on devrait juste dire des étudiants, point. Oui et non, parce que je pense que c'est important. OK. On en avait parlé un peu avant le podcast. J'avais expliqué le fait que les étudiants qui arrivent de l'étranger, je considère que si on facilite trop l'arrivée d'une personne dans un environnement qui est différent, puis je parle même plus des étudiants, je parle de la vie en général, si on facilite trop l'arrivée d'une personne dans un environnement qui est différent, donc pour lequel elle doit s'adapter, ce qu'on fait, c'est qu'on l'empêche de s'adapter. Mais il y a quand même un minimum de choses qui doivent être faites. Donc, l'étiquette d'étudiants internationaux au cégep, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça va trop loin des fois? Oui, peut-être un peu. Mais c'est quand même une bonne chose qu'elle existe. Parce que c'est important qu'on puisse dire à tous ces gens-là qui arrivent de l'international, OK, à Go, là, regardez-vous bien, là, parce que vous êtes tous internationaux. Vous n'arrivez pas du même endroit. Vous n'avez pas la même réalité. La bonne nouvelle, c'est que vous arrivez au cégep, puis quand vous êtes chanceux, vous arrivez en première année, où il y a plein de jeunes qui, eux aussi, arrivent dans leur vie adulte en même temps. Fait que souvent, ils sont au moins aussi perdus que vous. Mais la différence, c'est qu'eux, ils sont chez eux. C'est la même épicerie quand ils étaient au secondaire. C'est le même système bancaire quand ils étaient dans une autre ville et tout. Vous, là, il y a ça en plus par-dessus ça. Fait que je pense que c'est une bonne chose que l'étiquette existe. Pour leur dire que l'environnement qui vous reçoit le reconnaît. L'environnement, l'environnement qui vous reçoit met des éléments en place pour vous inciter puis vous aider là-dedans. Maintenant, vous devez faire le travail. Il y a ce morceau-là, je pense, qui est très important. Il faut qu'il y ait un minimum de oui, tu vas l'avoir un peu plus dur ou bien très dur par rapport aux étudiants locaux, mais c'est important parce que tu rentres dans un système différent, dans un environnement différent. Et puis si tu n'as pas ces épreuves-là, tu ne pourras pas développer tes outils par rapport à cet environnement.
ça marchera pas. Donc, c'est pour ça que les tickets d'étudiants internationaux, moi, je pense qu'il faut qu'elles restent. Il faut qu'elles restent, puis qu'on fasse juste attention au niveau de difficulté qu'on laisse sur la table, et puis à la responsabilisation qu'on se donne aux jeunes. Mais c'est important, aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Mais je trouve ça beau, puis ça m'a touché que tu dises de quand en fait, pour expliquer, là, c'est que je fais tout le temps une petite tournée dans la classe des étudiants internationaux pour présenter les activités parascolaires puis les possibilités de bénévolat. Fait que ça me touche, tu sais, que tu dises ça, que c'est quand je suis passée que là, ça t'a allumé. Oui. Puis c'est vrai que tu t'es beaucoup impliqué avec nous depuis. Puis, mais c'est le fun parce que, tu sais, moi, je viens juste lancer une perche, je viens proposer quelque chose, puis un peu pour faire du pouce sur ce que tu dis, mais là, c'est Amévie qui a décidé, tu sais, de venir après à ma porte. J'ai dit j'étais où, et qui est venue à mon bureau, puis on a trouvé des activités de bénévolat pour qu'elle puisse m'aider. Puis il y en a plusieurs étudiants internationaux aussi, internationaux qui viennent me voir après. Donc, fait que je pense que c'est ça, des fois, c'est de lancer des perches, de montrer qu'est-ce qui est possible, puis après ça, de laisser la personne venir et, tu sais, faire ses propres démarches. Puis j'imagine aussi que c'est pas tout le monde qui a le même tempo, là, puis c'est correct. Tu sais, toi, à Amévie, tout de suite, t'es arrivé, puis t'avais le goût de t'impliquer immédiatement. Mais il y en a peut-être qui ça leur prend plus de temps, il y en a peut-être que l'implication va être de différentes façons, mais de respecter le rythme de tous et chacun aussi, là, au travers Toi, ça. Marc-André, tu disais que les jeunes qui arrivent au cégep, ils sont quand même assez jeunes. Là, c'est des enfants. Là. Ouais, j'ai un collègue qui dit, il appelle ça comment? Il appelle ça, c'est pré-adulte ou bien c'est post. Donc, il a un nom pour ça, c'est vraiment drôle. C'est secondaire 6. Ils appellent c'est secondaire 6. Le sang est encore bouillant. C'est ça. Et puis, il y a comme plein de certitudes qui sont là, qui sont importantes pour survivre en tant qu'adolescent, mais ça peut te ralentir quand tu veux devenir adulte, là. Mais ça fait partie de la vie. C'est la nature humaine. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que, tu sais, un étudiant international va être dans la même situation qu'un jeune qui sort du secondaire. Il y en a plusieurs qui sont très jeunes. Puis il y en a qui sont peut-être pas aussi jeunes que les jeunes du Québec qui sortent du secondaire pour aller au cégep, mais à cause de la manière dont on vit là-bas, comme on discutait tantôt avec le fait que c'est le bac, puis il y a rien d'autre, tu vas pour avoir ton diplôme, puis la famille te protège de tout le reste, puis c'est pas compliqué. C'est comme si on te nourrissait, on te logeait, on t'habille, puis tout ce qu'on te demande, c'est tu vas avoir ton diplôme à la fin du secondaire. Là. Ça a un peu près l'air de ça là, dans moi, le milieu où j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Là. Donc, quand ces jeunes-là ont ce diplôme-là, et puis qu'ils deviennent quasiment responsables du jour au lendemain, c'est comme s'ils avaient 2 ans de moins quelque part. Parce la plupart d'entre eux n'ont pas eu l'opportunité d'être responsables d'eux-mêmes. C'est de gérer leurs affaires, d'avoir des conséquences par rapport à ça. Parce qu'on prend à peu près tout en charge, on les protège de tout pour qu'ils fassent ce diplôme-là. Fait que ces jeunes-là arrivent ici, et surtout les jeunes internationaux et puis les jeunes filles, ils ont souvent l'air plus vieux que les étudiants québécois qui commencent le cégep, mais ils sont pas tant plus vieux que ça. Mentalement, ils sont pas prêts. Là, exactement. Et je pense que des fois, ça peut déstabiliser les gens. Parce qu'ils vont avoir des réactions, ils vont avoir des exigences, puis comme, non, tu comprends pas, là, traite-le comme quelqu'un qui est en première année de cégep pour vrai, là. Parce que même s'il a l'air plus vieux, là, non, il est pas, pas tant que ça. Il est pas rendu là. Non. Fait que c'est un élément qui est important à prendre en considération. Indirectement, on l'a comme traité un peu parce que je pense que c'est un bon conseil, je pense, de donner à peu importe l'étudiant l'implication dans son milieu, comment ça peut favoriser un parcours. Oui. Mais avez-vous d'autres éléments ou d'autres conseils à donner à quelqu'un qui veut s'intégrer, en fait, pour justement aider à... Pour un étudiant, c'est comme tu as fait pour le bénévolat ou bien pour ce qu'on appelait les comités étudiants à l'époque. J'en vois moins maintenant. Là, ça a pris des formes différentes. Là. C'est ce genre de choses-là. Puis pour les jeunes du cégep, moi, ce que je dis souvent aux classes d'accueil, c'est que je dis, vous allez voir des mots et puis des concepts apparaître, puis des invitations qui vont arriver par message, des affaires de cabane à sucre, de rafting et autres. moi, je leur dis, faites tout ça. Ouais, faites tout. Faites-les toutes. Faites toutes les activités. Parce que l'idée est la suivante. Vous pensez que vous êtes venu ici pour aller chercher un diplôme, mais c'est pas vrai. Vous êtes venu ici pour changer votre perspective. Si c'est juste le diplôme que vous voulez, là, j'ai une petite surprise pour vous. Là, quand vous allez avoir terminé, là, vous allez être comme une centaine, là, des milliers, là, pareil. Là, vous aurez aucun avantage. Mais vous êtes dans un pays étranger. C'est ça qui va faire la différence. Fait que, ouvrez-vous. Allez chercher toute cette information-là. Là. Fait que le minimum que vous devriez faire, c'est quand les invitations, les activités sortent, faites-les toutes. Allez-y. Trouvez-vous des amis. Si vous trouvez personne,
allez-y pareil. Je vous garantis que ça va bien aller parce que les gens au Québec sont super accueillants. C'est pas compliqué. C'est un étudiant étranger qui arrive quelque part. C'est très rare qu'il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui arrivent. Hey, salut, comment ça va? Tu t'appelles comment? Ok, viens avec nous. Puis ils t'embarquent. Mais ils te prendront pas en charge. Mais ils vont te mettre près d'eux. À partir de là, c'est toi qui fais le reste du travail. Je dis ça pour les étudiants internationaux, mais j'aimerais le dire aussi aux étudiants québécois. Qui pas de secondaire aussi. J'avais dit, vous êtes chanceux d'avoir des étudiants internationaux autour de vous. Surtout pour les jeunes de la région. Moi, je suis enseignant en technique de l'informatique, donc c'est quelque chose de très spécialisé, mais je suis conscient que je suis probablement la première figure d'autorité noire que ces jeunes vont avoir dans leur vie. Il y a des petites affaires qui sont arrivées dans les premières années. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème parce que les générations se parlent et puis apparemment, je suis sympathique. Mais il y a des affaires qui sont arrivées. Ah ouais? Je vais me faire tester. Parce que le petit jeune arrive puis il dit, voyons, c'est pas méchant, mais c'est qu'à l'intérieur de lui, le jeune, il me regarde et puis je ne ressemble à rien qui correspond à il en sait plus que moi. Fait qu'ils vont s'essayer. Puis si ça se passe bien, ben, les générations se parlent et puis t'es correct. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Ouais. Mais c'est la même chose pour les étudiants internationaux aussi. C'est quand ces jeunes arrivent, puis ils voient... À Granby, on est chanceux parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont avoir une apparence significativement différente, couleur, langage et autres, qui voient de plus en plus jeunes. Fait que ça va bien. Mais il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui arrivent au cégep, puis ils vont faire comme « Ah, mon Dieu, c'est la première fois que je suis si proche que ça d'une jeune fille noire. » C'est la première fois. Là. Puis, go, c'est le moment, va dire bonjour, puis tu vas te rendre compte qu'elle parle probablement français. Puis tu vas peut-être te rendre compte aussi qu'elle est pas mal plus sharp que toi. Il faut que tu l'aies dans ton équipe de travaux. Parce qu'elle est là et puis elle est pas là pour niaiser. Elle veut réussir. Oui. Moi, j'ai vu mes étudiants qui ont des fois les plus belles progressions du début à la fin de la session, là, c'est souvent des internationaux. Parce qu'ils arrivent, ils commencent, puis c'est dur, ils comprennent pas et tout. Mais ils veulent réussir. Ils veulent. Il y a toute une pression, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis tu regardes le jeune, tu es comme, OK, je vais te donner... J'ai un ami qui appelait ça, c'est comme une cloche, là. C'est comme si tu frappes fort sur la cloche et elle résonne plus fort. Il dit, ben moi, c'est un peu ça, là. Je suis pas une cloche. Mais le concept est là. Il dit, si tu me demandes quelque chose et puis que tu travailles fort, je vais t'en donner plus. Puis, on accompagne les petits jeunes comme ça. Et puis, mais les étudiants internationaux, les progressions qu'on peut voir, c'est hallucinant. D'une première, une deuxième année, parce qu'ils ont vraiment une grosse côte à monter, là. Un des éléments importants qu'on néglige des fois, c'est ce que j'appelle la littératie informatique. Un jeune qui arrive du secondaire, qui arrive au cégep à Granby, on lui dit, bon, ben, on va mettre ça sur OneDrive, et puis tu m'enverras un courriel tantôt, là. Il pose pas de questions, il fait ça depuis le secondaire. Il sait même pas ce qu'il fait. C'est ce que j'ai dit souvent. C'est automatique. Ils savent même pas ce qu'ils font. Mais ils savent que quand ils le font, le professeur fait comme, tu as fait ce que je t'ai demandé. Étudiants internationaux qui arrivent, souvent la littératie informatique est pas la même, fait qu'il y a plein d'éléments qui lui manquent, fait qu'il faut qu'il rattrape ça. Fait que la première session est difficile. La deuxième, c'est pénible. Mais après ça, généralement, là, ça se place. Et ils sont sharp. Ils sont vraiment malade. Tu t'es-tu senti comme ça, toi, à Mévis, la première session, un peu? Est-ce que Maurice parle de... C'est quoi le terme que tu as utilisé? La littératie informatique. C'est super beau quand même, j'adore. Est-ce que tu l'as vécu un peu ou... La littératie informatique, un peu. Mais vu que c'est en technique d'éducation spécialisée, c'est vraiment littéraire. Je sais pas si la littératie informatique c'est vrai, surtout l'utilisation des outils numériques, les ordinateurs. Et tout, on n'en utilise pas vraiment. Peut-être dans son domaine, comme ils sont en informatique, c'est plus poussé que chez nous. Mais peut-être les terminologies, par exemple. Oh, oui. Mais moi, c'est plus... je me suis confrontée aux barrières linguistiques lors des cours. Parce qu'il y a des expressions de certains professeurs qui paraissent un peu compliquées pour moi. Mais maintenant, comme l'a dit Maurice, je suis rentrée dedans, je comprends mieux. Mais tout au début, j'ai dû raccrocher un cours pour le moment, un cours de français, parce qu'au début, j'ai dit non, je ne veux pas avoir un échec en français, donc vaut mieux garder ça. Et l'année prochaine, je vais le faire pour pouvoir rentrer dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu réussir mon français 104 l'année passée. Donc, il y a toujours ce choc-là qui est là quand même à certains niveaux qu'on ne doit pas négliger. C'est normal parce que c'est deux cultures qui se rencontrent et voilà. Comment tu as réagi quand tu as vu les jeunes puis les autres là tutoyer leurs enseignants et puis l'appeler par le prénom? Ouais, hein, c'est ça. J'allais en venir là par rapport à ce choc-là. Mais j'arrive, bonjour madame, j'attends, mais Daniel, ça va? Eric, comment tu vas? Je dis,
C'est ça. À qui tu parles? À qui tu parles? À qui tu parles? Qui tu appelles? Mais chez moi, c'est bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vouvoiement. Oui, le vouvoiement. Mais j'ai vu ici que c'est vraiment... on appelle par le prénom. Au travail, généralement, j'appelle mon directeur. Bonjour, directeur. Et je me dis, mais Amivi, appelle-moi par mon nom. Je dis, mais je ne peux pas. Mais je vais essayer. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas. Mais puis c'est correct. Oui. Mais non, mais puis c'est correct. Je pense qu'on a le droit de garder position. C'est ça. De qui est-ce qu'on est, de où est-ce qu'on vient. Je dirais que le plus dur, c'est de se parler à soi-même. C'est ça. Oui. Moi, je suis allé chez le dentiste juste avant le podcast, justement, et puis l'hygiéniste dentaire qui, elle est allée avec le tutoiement, là, c'est à bras le corps. C'est gros comme le bras. À un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce qu'on se connaît? Mais c'est une affaire de génération. Mais la jeune fille était numéro 1, super professionnel, super attentionné. C'est comme, donc, si on enlève l'élément de tutoiement et puis on met un vouvoiement à la place, ça crée une distance et autres et tout, mais ça enlève rien à la compétence puis à la qualité du travail de la personne. Mais c'est juste que quand tu es habitué à un environnement où il y a cette distance hiérarchique-là, qui est très propre à la France puis aux pays francophones et autres, ça fait vraiment un choc. Ça fait vraiment un choc. Fait que moi, je continue à appeler mes étudiants par leur nom de famille. Je continue, puis même après, puis je fais exprès, puis pour moi comme je leur offre ça parce que ça m'aide aussi à garder une distance, parce que un enseignant, une personne en position d'autorité qui développe des liens de trop forte proximité avec un jeune ou bien une personne d'apprentissage, le principal danger, c'est que tu vas avoir peur de lui faire de la peine. Puis tu commences à te mêler. Je suis pas ton ami. Je suis là pour te donner une rétroaction honnête par rapport à ce que tu me présentes comme travail, puisque le ministère exige du cégep, que le cégep exige de moi, etc., etc. Donc, il faut que je garde une certaine distance, parce qu'il faut que je puisse te dire très efficacement, ça n'a pas bien été, ça regarde mal pour la fin de ta session. Si tu ne redresses pas le bateau, tu vas probablement échouer. Voilà ce qui ne va pas. Tu as triché. Je m'en suis rendu compte. Je t'ai mis 0. Tu peux venir me parler si tu veux. C'est essayer d'être le plus... tellement parfait. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai gardé mon vouvoiement avec cette petite distance-là pour pouvoir offrir ça à mes étudiants. C'est parfait. Pour de vrai, c'est parfait. Puis justement, je pense que un des plus beaux conseils que j'ai entendus depuis tantôt, c'est de dire le mélange autant dans tous les sens, d'apprendre chacun l'un à l'autre. Puis tu sais, ici, c'est culturellement parlant, on l'a déjà eu, ça. Tu sais, le vouvoiement était très, 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 très strict et très impliqué. Ils en parlaient récemment. Puis la langue a évolué, on est dans plein de changements, puis ça va terriblement vite, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est une richesse, je pense. C'est de le voir comme ça, c'est comme un avantage. Puis justement, on a la chance d'être ici en communion, en paix, on est là puis on apprend l'un de l'autre. Fait que définitivement d'aller vers l'échange puis de garder qui est-ce qu'on est. Parce que la personne qui va être choquée de se faire vouvoyer, j'aimerais qu'elle vienne m'expliquer ardument dans mon bureau pourquoi ça la choque. Il y a vraiment des gens, mais on le voit en fait. Tu sais comment est-ce que tu le vois? Tu le vois chez les gens qui vont dire, mais non, appelle-moi Maurice. Ils sont super rapides là-dessus. Tu vois, très rapidement. Non, hey, appelle-moi Maurice. Ces gens-là, tu pourrais demander, mais pourquoi est-ce que je peux pas te vouvoyer? Et puis, tu vas tomber dans une dynamique de, c'est quoi, tu m'aimes pas? On n'est pas gentil, je suis pas ami. Puis c'est comme, mais non, ça n'a rien à voir. La discipline que j'offre à mes étudiants n'a rien à voir avec de l'affection, parce que j'ai tellement d'affection pour ces jeunes-là. J'ai tellement à cœur. En fait, la manière dont moi je vois mon métier, là, c'est, moi, je ne suis là que pour aider les jeunes en apprentissage à juste s'améliorer. Moi, je fais juste les accompagner, parce que c'est eux qui font le gros de la job. Et puis, si je peux avoir la satisfaction à la fin d'une session de dire, hey, je les regarde, et puis ils sont vraiment de meilleures personnes, pas juste des meilleurs étudiants dans ma technique, des meilleures personnes. Là, si c'est juste ça que je garde pour moi, là, mon travail est fait. Je suis bien content. Définitivement. Donc, faut pas confondre la discipline et puis le cadre qu'on offre à quelqu'un pour s'améliorer comme étant un manque d'affection. Non. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux affaires différentes. Tu sais, dernière petite aparté sur le vous, là, moi, je pense, puis c'est pour vrai, je pense que c'est un avis personnel. Je pense qu'ici a été, le vouvoiement a été comme
tassé un peu parce que les gens se considéraient ça un peu comme de l'âgisme, de se faire vieillir un peu pour rien, tu sais. Mais puis je me rappelle même ma grand-mère parce que tu sais pour moi c'est encore ancré en dedans de moi, mes parents m'ont éduqué comme ça, tu sais, j'ai été éduqué. Ma grand-mère, je la vouvoie, mais elle aime pas ça se faire vouvoyer. Parce que pour elle c'est de la vieillir. Fait que c'est un peu ce réflexe-là qu'on a ici de faire comme ben non, je suis pas vieux. Moi j'associe ça à une réaction de la classe ouvrière. Parce que surtout au Québec francophone, qui était souvent soumis au dictat genre des anglophones et compagnie, et puis des boss et autres, là il y avait beaucoup de vouvoiement et autres. Donc moi j'ai associé le rejet du vouvoiement à ça. Au moment où la classe ouvrière a fait comme genre, hey, on va arrêter ça là, on est tous pareils. Comme un mouvement quasi socialiste, là. On est tous pareils, c'est pareil, c'est bon et tout. Puis je suis comme, ouais, ok, je comprends. Moi, le tutoiement, pour moi, est devenu plus facile avec le temps parce que je prends ça comme une convention sociale. Comme on fait le podcast, là, on se connaît un peu dans d'autres circonstances et je t'ai pas tutoyé Amélie avant longtemps. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais parce que Amélie a enseigné la danse à ma fille, quand j'allais récupérer Mélissa ou bien qu'on se croisait, c'était vous. Ben, j'avais aucune raison de te tutoyer. Puis Marc-André, je te tutoie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le cadre du podcast, si je te vous voyais, ben, ça ferait off. Ça ferait décalé. Donc, je pense qu'on se l'est demandé aussi. On se l'est demandé en pré-rencontre. Oui, pendant le team. Je voulais demander, mon cher Maurice. Exactement. Et puis, on s'est donné l'autorisation de se tutoyer. Donc, c'est une convention sociale. Exact, c'est un commun accord. Moi, j'ai même eu un ami qui appelait ses parents par leur prénom. Aujourd'hui, ma fille, elle se permet de m'appeler par mon prénom. Elle m'a dit, non, je t'appelle plus maman, non, Amélie. Ça, c'est la réponse. On va voir ça. Hey, on est comme déjà rendu à la comme dernière question. Là. On est sur la fin déjà. On en fera un deuxième. Oui, c'est ça. Un deuxième épisode. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau, Maurice, quand tu as dit que les étudiants québécois étaient chanceux de pouvoir connaître, côtoyer des étudiants de l'international et vice-versa. Les étudiants de l'international, c'est toute une expérience que oui, il y a CO, c'est bol, on a connu quelques petites brides de votre histoire, mais il y a des hauts, des bas, mais en même temps, pour l'avenir, le bagage au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau personnel que tous ces étudiants-là vont récolter, c'est fou. Fait que je pense que, en tout cas, ça m'a comme vraiment, je l'avais déjà en tête, mais tu sais, tout un chacun ont à apprendre un de l'autre, de justement, de se côtoyer, de discuter, de communiquer ensemble. Parce que, tu sais, autant étudiants québécois que parfois, de l'international aussi, des fois, le cellulaire ou, tu sais, de pas entrer en d'entrer en communication avec les autres, c'est quand même un enjeu, là, pour beaucoup d'étudiants, là. C'est facile, tu sais, dans une file d'attente, là, à la place de discuter, on cache notre gêne en arrière de l'écran. Mais faut pas oublier ça, que c'est une richesse, puis oui, ils sont chanceux. Un comme de l'autre, de pouvoir se côtoyer, échanger, vraiment. Il y a beaucoup de jeunes adolescents qui disent « moi, je vais sortir de Granby, là, je vais aller à Montréal, je vais vivre la vie et tout. » Commence par le cégep, avec des étudiants internationaux, côtoie cette différence-là, parle avec eux autres. C'est là que tu vas apprendre. Parce que c'est une richesse qui va dans toutes les directions. Et surtout la manière dont le cégep le fait. Les gens que l'on a sur place pour s'occuper des étudiants internationaux, le fait qu'on ait ce programme-là, autant je suis inquiet des fois, je me dis, il faut pas qu'on en fasse trop parce qu'ils ont besoin d'avoir il faut qu'ils aient leurs épreuves puis qu'ils trouvent leur propre solution. Autant je trouve que la manière dont le cégep le fait, c'est probablement une des meilleures façons de faire. Ils les rassemblent tous puis ils disent, OK, vous êtes étudiants internationaux. Vous avez une coupe de services de plus que les autres étudiants, mais sinon, à part ça, là, vous êtes dans les mêmes programmes, vous avez les mêmes soutiens que les autres étudiants. Mais pendant une certaine période de temps, on va s'occuper un peu plus de vous. Mais après ça, c'est vous, là. Vous arrangez et puis vous avancez. C'est génial, parce que ça leur permet à eux de parler entre eux autres, de comparer leur réalité, parce que tous les étudiants internationaux n'ont pas la même réalité. Il ne faut jamais oublier ça. Et ils viennent tous avec un bagage différent. Ils ont vécu des réalités chez eux, ils ont des enjeux différents. C'est pas compliqué, c'est des êtres humains. Ils ont une vie, ils ont une vie avant, et puis là, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais le fait qu'on les mette tous ensemble en partant, c'est le fun, parce qu'ils se voient et tout. Et puis, en plus de ça, ce que le cégep fait, c'est qu'ils font j'appelle ça un crash course. C'est-à-dire que dans très peu de temps, on leur donne un maximum d'éléments pour favoriser leur intégration.
On l'explique tout. On leur fait visiter le cégep quasiment 2 fois. On donne des heures aux enseignants pour venir les accompagner. On leur donne des supports supplémentaires. On dit, ça durera pas longtemps, là, mais on fait ça parce qu'on pense que c'est pour vous aider. Après ça, c'est vous. Fait que la manière dont le cégep le fait, c'est parfait. Et les étudiants réguliers, on va dire, qui s'approchent de ces étudiants-là, qui rentrent dans leur classe, ça les aide aussi parce que le travail que le cégep a fait, ça fait que l'accès des étudiants internationaux est plus facile. C'est plus facile pour un étudiant québécois, la prochaine étudiant international, c'est quand l'autre commence à lui ressembler genre un peu. Puis on sait à peu près de quoi on parle, c'est plus facile. Puis on avance comme ça. Il faut que ça marche dans les deux sens. Les étudiants locaux qui arrivent de nos écoles secondaires, ils devraient se rapprocher plus des internationaux aussi. De toute façon, ils n'ont pas un gros travail à faire, ils sont dans leur classe. Ouais. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous constituez une équipe ou quoi que ce soit, là. Tu te joins à nous? Ouais, ok, attends, on va travailler ensemble. Puis vous allez voir comment ça se passe. Et puis c'est pas une affaire de l'avoir dans l'équipe pour l'aider, là. Non, il va faire sa part. Vous êtes exigeant vers lui, comme vous êtes exigeant avec n'importe qui, mais laissez cet étudiant-là vous montrer ce dont il est capable. Puis ça va bien aller. C'est mais pour en tout cas, on pourrait encore parler pendant 2 heures, je pense. Mais nous, on a signé pour le 10e épisode. J'ai comme le goût de conclure avec juste comme merci merci du partage, merci de la communication, merci de la richesse de ce que vous nous avez apporté dans ce podcast-là. Puis je souhaite tellement que le message soit entendu, pas juste de la tête, mais du cœur aussi. Dans le sens que ça s'intègre partout, parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir être en communauté, tout le monde ensemble. Puis, tu sais, moi, je vous écoutais tantôt parler, puis j'étais un peu en train de voyager. Puis j'avais mon petit sac, là, puis j'étais en arrière de vous là, à l'école, puis j'étais comme, hey, c'est bien fou, tu sais, votre parcours, mais j'étais assis ici, puis c'est une chance pour moi de le vivre avec vous pareil, puis que vous me le racontez avec tout le bagage que vous avez eu, tu sais. Puis je souhaite que ça soit entendu par tout le monde, puis que ça fasse une différence. Comme c'est. Moi, je pense que c'est en train de le faire, honnêtement. Là. Il y a un vent de changement, tu sais, il y a plus d'activités qui se créent, puis il y a vraiment plus d'échanges tranquillement. C'est des mentalités à changer, c'est des approches, c'est des implications dans les communautaires, c'est dans des profs qui s'impliquent également, puis comme faut se voir finalement, tu sais. Faut être là, puis faut se côtoyer, puis faut échanger. Max, si tu le permets, tu as clôturé déjà ou bien? Non, vas-y. Oui. Mais, avant que vous ne clôturez, permettez-moi au moins, c'est l'occasion quand même de dire merci au Cégep de Granby et pour tout ce qu'il fait à nous autres en tant qu'étudiants internationaux. Et parce que moi, quand j'étais partie sur le site et j'ai vu le Cégep de Granby, bien sûr, j'ai vu des programmes qui répondaient à mes besoins. Mais quand je suis arrivée, vraiment, j'ai été touchée positivement par l'accueil que le Cégep de Granby réserve aux étudiants africains. Parce qu'ils ont créé, vous avez créé quand même, je peux dire un entonnoir qui nous regroupe en quelque sorte. Que Rebecca Pilote, Rebecca Bessetti. Oui, Rebecca, oui. Vraiment, je profite de l'occasion au nom de tous les étudiants internationaux ce jour vous dire merci. Merci au Cégep de Granby parce que c'est un entonnoir qui nous permet de nous retrouver tant sur la recherche de nos logements, comment s'intégrer, parce qu'elle nous invite même certains organismes pour venir nous parler spécialement. La série qui était là. Et merci pour tout ce que vous nous faites parce que c'est vraiment aidant. Et je tiens sincèrement à profiter de cette occasion pour dire merci à tout le Cégep de Granby. Si j'ai quand même à recommander un Cégep à quelqu'un qui veut encore venir de l'Afrique, je propose le Cégep de Granby parce que ça nous offre, la ville même nous offre vraiment des atouts. Actuellement, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de voiture, mais je marche sans me fatiguer. Il y a la proximité, la vie accueillante, c'est vraiment un atout pour nous. Vraiment, merci. Je ne sais pas si Maurice a quelque chose à ajouter. Je ne peux plus. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'était un super bel épisode.